Bonsoir, bonsoir, super en retard, parce que dimanche, j'ai travaillé toute la journée. Il a été pourri ce dimanche, j'ai pas pu me coucher pour regarder l'épisode à temps. Mais bon, on s'est rattrapé dans les transports et nous allons faire vite fait une petite revue de ce quatrième épisode de la saison 8 de Game of Thrones. Je suis donc Magnus, moi, ex-membre staff FIA de F1CS, ça fait partie de mon dimanche tout pourri, et nous allons tout de suite attaquer cette revue. Avant tout, dans l'ensemble, ayant quasiment atteint la mi-saison et maintenant l'ayant dépassé avec cet épisode 4, nous sommes à nouveau dans une situation où nous reposons tout le contexte pour préparer la bataille finale. Très sérieusement, l'attente valait-elle le coup? Peut-être aurait-il faire deux saisons vraiment séparées, parce que là on a l'impression que c'est coupé en deux en fait, et séparer ça proprement et ne pas forcément nous faire attendre. Cependant, il y a des choses à dire. Cet épisode commence par un hommage aux morts, c'est fantastique, ça permet aux téléspectateurs et aux personnages principaux de dire adieu à leurs camarades, de se souvenir de l'héroïsme de certains, comme par exemple Lyanna Mormont, la gamine qui a tué l'ogre, ou encore Joser Jorah qui a défendu sa reine avec panache. Dans cette scène, nous voyons Ghost, le loup blanc, qui n'a servi à rien et qui, décidément, ne sert à rien. Et spoiler, il va être donné comme un clébard abandonné au roux Tormund au cours de cet épisode, à la mi-épisode. Formidable. Franchement, cette collection de loups, ça valait la peine de faire tout un truc. Ça n'était pas comme dans le bouquin, visiblement. Et nous enchaînons par la suite sur un nouveau conseil de guerre où nous apprenons que les forces des gentils, on va dire ça comme ça de manière simple, les nordistes, ont perdu seulement la moitié de leurs troupes et se retrouvent maintenant à égalité avec Circé. Que c'est pratique pour la bataille finale. Moi j'aurais pensé qu'ils seraient beaucoup moins nombreux. D'un autre côté, ça laisse un peu durer le suspense. Deux lignes s'affrontent lors de ce conseil de guerre et je n'ai pas le temps de faire les phrases et de préparer les dialogues, les paraphraser, puisque je dois me coucher tôt pour rattraper tout le retard que j'ai perdu de sommeil. Donc, deux lignes s'affrontent, plutôt que de perdre du temps à expliquer pourquoi je ne perdrai pas de temps et en perdre au final. La ligne de Daenerys qui est je veux mon trône tout de suite, et puis la ligne de Sansa qui est plus du genre oui mais n'oubliez pas que quand même il faudrait reposer nos troupes, question bête. Bon bref, du coup on a ces deux là qui clashent, et bien évidemment Jon que milieu est en mode oui mais j'ai promis. Très intéressant, très passionnant. Wow wow wow. Quoi? Wow wow wow. Quoi? T'as juste oublié de mentionner tout le banquet qui a été fait après pour célébrer la victoire. Ok, donc, dans ce banquet, avant de revenir au conseil de guerre, nous avons Gendry qui est anobli par Daenerys qui veut se faire un allié fidèle et qui fait remarquer à Tyrion qu'elle est plus intelligente que lui parce qu'elle a pensé à cette idée sans lui. Ok, cool. Parallèlement à ça, nous avons JB qui sort avec Brynn et qui la ken. Cool aussi, on a enfin une conclusion. Et Gendry, quand il annonce à Arya qu'il a son titre et qu'il voudrait être son mari et qu'elle soit sa femme, Arya lui fait un bisou et ensuite pourrait lui tapoter sur la joue en disant désolé bitches, mais t'étais qu'un coup d'un soir. Voilà, dans les grandes lignes. Ah non, 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 aussi. Élément important, mais ça on le savait déjà. Daenerys est jalouse parce que tout le monde est auprès de Jon en disant Jon est le héros, Jon est le machin. Et comme elle va le dire plus tard, oui j'ai déjà vu ces yeux là, mais d'habitude c'est pour moi. Gna 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 gna. Maturité, psychiatrie nécessaire pour cette fille et psychopathie avancée. Quand elle va ensuite aller revoir John, essayer de le rallumer la flamme et de lui dire oui, il faut absolument pas que tu dises que tu es le roi du Nord, que tu es le roi légitime. Il faut garder ça entre nous pour qu'on puisse s'aimer, blablabla. Bla, bla, bla. Et à ce moment-là, wow, Varys a un éclair de lucidité et se dit ah, elle est peut-être pas forcément très bonne comme dirigeante. Waouh, je fais que de le dire depuis le début. Et à chaque fois, on trouve n'importe quelle excuse et elle fait n'importe quoi. N'importe quoi. Et encore, elle a eu de la chance parce que les gens des sauces, c'est un peu une bande de galeux qui n'ont pas de forteresse. Donc, avec 3 dragons, elle a pu faire n'importe quoi. Et elle a pu conquérir, mais elle a jamais su gérer derrière. Et elle n'écoute jamais personne. Mais enfin, bref, voilà, ça c'était le banquet. Maintenant, pouvons-nous revenir au conseil de guerre où nous allons voir encore n'importe quoi. Donc, conseil de guerre, vous pensez bien que Sansa
et Arya l'ont un peu mauvaise que Jon ait pris le parti d'une étrangère de Daenerys, une Targaryen, une folle, parce que les deux autres ont leur tête sur les épaules et non pas tout leur sang dans leur entrejambe. Donc elles l'ont un peu mauvaise et lui disent Word. C'est vraiment Arya qui se bloque sur le chemin de Jon au moment où ils sortent. Elle dit Word. Et là tu sens vraiment l'autorité. Arya est vraiment devenue l'un des personnages les plus badass de cette série. Donc ils auront un Word, un mot à se dire, et bien évidemment ça se fait sous le vieil arbre ancien avec Bran qui est là. Et bien évidemment, alors qu'on lui a dit de ne pas répéter l'information, Jon répète l'information et explique à ses deux sœurs qu'en fait il est le fils d'une Stark et d'un Targaryen. Mais dans ma tête c'était un peu... Et donc là, un peu en vrac, a lieu une scène d'adieu puisque certaines troupes sont déjà parties vers le sud. Jon Snow lui dit adieu à ses anciens potes, à Sam et à Tormund. Et du coup laisse le loup, comme je dit, à Tormund, genre en mode hey, il sera plus heureux là-bas et il n'y a jamais eu de connexion. Ouh, cette histoire de connexion, on s'en branle. Ouh. Et donc il s'apprête à aller dans le sud tranquillement. Pendant ce temps-là, Tyrion, lui, qui est resté donc à Winterfell, parle avec Sansa. Sansa lui vend la mèche. Lui-même va en parler à Varys. Et donc Varys lui demander combien de gens sont au courant. Il dit 8, c'est plus un secret, ça devient une information. Et ceux-là sont bien embêtés. Et comme je dis bien en vrac, je ne sais plus si c'était avant ou après que Bronn arrive à Winterfell, genre Coban, enfin bref, les téléportations on s'en fiche, menace les deux frangins Lannister, qui pensaient au début que c'est une blague, s'ils sont quand même potes avec lui. Mais lui il est pote, mais il veut assurer son futur, et donc en échange de leur vie, puisque Tyrion a dit si jamais on te propose quelque chose, je double, en échange de leur vie, il leur a promis les hauts jardins. Je sais pas comment est-ce qu'il va faire pour l'obtenir de la part de Daenerys, si elle est encore en vie, ce que je n'espère pas, mais ce sera très drôle. En parlant de gens qui vont vers le sud, nous avons Arya qui part avec le limier, The Hound, pour aller régler des unfinished business dans le sud. Donc on suppose que pour The Hound, c'est buter son frère la montagne, et pour Arya, certainement, aller cocher son score dieu avec ceux de Circé. En parlant de cette dernière qui était souvent prise pour une idiote et qui, depuis qu'elle a les coups des franges pour faire ce qu'elle veut, joue excellemment bien, en laissant les nordistes s'occuper de l'armée des morts et en prenant une nouvelle compagnie de mercenaires, la Gold Company. Eh bien, Circé a encore une idée encore plus géniale, c'est qu'elle ouvre les portes du donjon rouge, qui est le donjon royal dans la ville de King's Landing, pour effectivement obliger Daenerys, si elle doit rentrer et attaquer ce donjon, à faire un massacre de civils, puisque c'est là que Cersei compte protéger les civils. Très malin le coup des boucliers humains, et vraiment Cersei, alors qu'on la pensait stupide avant, devient de plus en plus retors, vicieuse et intelligente au fur et à mesure des épisodes. Tandis que Daenerys, faisant mouvement vers le sud avec sa flotte, ne peut s'empêcher, à l'entrée de son château, de faire à nouveau la caque en faisant parader ses dragons. Et ça tombe bien, parce qu'elle tombe sur un type vraiment retors et salaud, qui est le nouveau petit copain de Circé, le roi des Fernets, qui lui tire, comme dans Bilbo le Hobbit, à la baliste sur le dragon que chevauchait Jon Snow, et donc bute celui-là d'un seul coup. One shot, il s'écrase dans la mer. Bravo, félicitations. Cette fille a fait l'exploit de perdre 2 dragons en sous-estimant complètement le continent de Westeros. Parce que Essos, comme je disais, Essos, ils sont un peu antiques, on va dire, et les grosses cités ont juste besoin de murs pour se protéger des Dothraki. Et si on voit par exemple les Immaculés, on voit leur armement. Les gars, ils ont des armures en cuir. Enfin, c'est des hoplites avec des armures en cuir. Au Moyen-Âge, on avait des armures plus lourdes pour se protéger, d'armes encore plus mastoc. Et les armures de Monsieur Jaime Lannister, par exemple,
clairement, elles valent mieux que celles des Dothraki. Alors on va me dire, oui, mais Dothraki, ils ont battu les gars. Et quand ils les ont battus, les types étaient en contrebas, à côté d'un lac. Ils n'ont pas vu les Dothraki leur déferrer dessus. Et les autres avaient des dragons, tu vois, 3 dragons. Là, maintenant, ils sont au courant qu'il y a des dragons. Et effectivement, avec une baliste, ils le défoncent. Mais attention, c'est pas tout. Parce qu'avec les balistes, ils défoncent aussi toute la flotte. Donc la flotte où il y avait les Immaculés, sans doute des Dothraki, et également Missandre, donc le love interest de Vergris, et Missandre se fait capturer, tandis que la Khaleesi, elle, pleure la mort d'un de ses enfants, puisque elle est Mother of the Dragon, et se met à rager dans tous les sens, et dit bah, s'il faut que King's Landing brûle, eh ben, il brûlera. Hein, si je dois, pour être sur le trône, j'ai décidé de. Enfin, j'ai pas décidé, j'ai nommé par destinée à libérer le monde de tous les tyrans, et je le ferai quoi qu'il en coûte. Donc, y compris en étant un tyran toi-même. Et c'est là, à nouveau, Varys se remet à paniquer, quoi. C'est dire, je vous dis que je vous dirais qu'on ferait une erreur, là, vous faites une erreur. Mais la fille ne se sent plus pétée, et ça a commencé au moment où, comme l'a dit Tyrion plus tard, en justifiant le fait qu'elle sent une destinée, elle est rentrée dans un feu avec 3 cailloux, elle est ressortie avec 3 dragons. À partir de ce moment-là, c'était fucked up. Et je suis complètement d'accord avec lui, c'était complètement fucked up. Elle a des bonnes intentions, sauf qu'elle veut tout le temps être aimée, ce qui n'est pas le but d'un souverain, en fait. Et elle veut le pouvoir, ce qui n'est pas le cas de Jon Snow. C'est pour ça que Varys va être tenté et va en parler avec son ami de toujours, Tyrion, va être tenté de choisir la solution de Jon Snow. Et Tyrion se bat en disant non, mais il veut pas. Et Tyrion va dire bah non, ils ont qu'à se marier, ils seront cool et tout. Et ça réglera tous les problèmes, il la tempérera. Et Varys lui dit non, mais c'est sa tante. C'est le premier à tiquer là-dessus. Hein. Le Sansa, Arya, on voit pas leur réaction parce que c'est Bran qui est censé leur dire. Et il y a un cut à ce moment-là. Mais enfin, c'est le premier à réagir là-dessus. Tyrion est en mode oui, mais ça va, ça se fait chez les Targaryens. Puis à ce moment-là, il doit aussi penser à son frère qui a bangé sa propre sœur. Mais Varys lui répond oui, peut-être, mais lui, il a été élevé dans le Nord, quoi. Ça s'appelle pas Snow pour rien. Voilà. Donc c'est ça, c'est une perte de dragon stupide et une reine complètement en furie. Donc du coup, stratégiquement, ce qu'elle va tout de même faire, parce que Tyrion au départ, lui, le fait par humanité, il dit oui, il faudrait quand même envoyer un message pour dire, bah, genre, Circé, rends-toi et on t'épargnera. Et on épargnera la ville. Et elle, la Khaleesi, elle le fait en mode ouais, ouais, faut faire ça parce que comme ça, quand elle refusera, les gens sauront pourquoi est-ce qu'ils sont morts, quoi. Mais vraiment, c'est ça, ils sauront pourquoi est-ce que la furie ça va du ciel. Et t'es là, t'es. Mais de toute façon, tu as déjà vu que ton dragon servait plus à rien, qu'on a un dispositif anti-dragon, et tu veux vraiment foutre le sang partout, quoi. C'est. Oui, quelque part, c'est devenu une vraie Dothraki, mais moi je dirais simplement que c'était une vraie détraquée. Jaime, qui était resté à Winterfell, sous la compagnie de Sansa, et surtout pour bénéficier de celle de Brynn, apprend la nouvelle du dragon abattu et décide de rejoindre Port-Royal. Il trouve sa sœur détestable et lui-même détestable, c'est ce qu'il dit à Brynn quand elle dit mais tu es un homme de bien. La question là c'est vraiment va-t-il rejoindre le camp de sa sœur, puisqu'il a énuméré tout ce qu'il a fait pour elle, ou va-t-il aller tout simplement chercher à la buter? C'est une bonne question parce qu'on peut être tenté de penser que c'est lui qui va la buter, mais c'est pas forcément sûr. C'est un Kingslayer certes, mais peut-être qu'il va encore protéger sa famille. Donc du coup, on ne sait pas trop, on sait qu'il va aller dans le sud. Personnellement, je mets quand même une pièce sur le fait qu'il désigne sa propre sœur, mais il va dans le sud. Voilà. Même si elle a censé avoir son fils ou son nouvel enfant. Donc du coup, est-ce que c'est du bluff, est-ce que c'est pas du bluff? C'est ça qui pourrait le retenir ou pas. Donc, on dira qu'il doit juste aller dans le sud et nous verrons pour la suite. Et cet épisode se termine sur un meeting entre... alors par émissaire interposé, par main interposée entre Daenerys et Cersei. Cersei du haut des murailles de King's Landing, où là on voit bien toutes les balistes posées un peu partout. Donc très clairement, nous le savons, le dragon ne sera d'aucune utilité ici.
l'atout majeur des armées. Et au cours de ce meeting-là, Tyrion, qui est donc la main de Cersei, essaie de parler sentiment à sa sœur pour la convaincre de ne pas faire cette folie-là. Elle, Cersei, de l'autre côté, elle demande à ce que Daenerys capitule tout de suite, sinon Missandei va être tuée, donc sa pote de toujours, l'esclave qui était devenue sa confidente et traductrice. Et du coup, ça se termine tout simplement par la montagne qui la décapite, Missandei, et son corps tombe. À ce moment-là, on voit le regard de Daenerys qui se remplit de haine. Alors là, pour le coup, voilà, c'est un sentiment complètement normal, et c'est Cersei qui joue avec ses sentiments, tu vois. C'est vraiment de la guerre psychologique. Seulement, vu son background derrière, ça va dégénérer comme c'est pas permis. Verri n'a pas eu le courage de regarder. Alors, j'ai vu de mauvaises blagues. Genre qu'il n'avait pas eu les couilles de regarder. Bravo, c'était bien joué. J'ai beaucoup ri. Mais voilà, ça se termine. On sait que ça va se terminer très, 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 très mal. Ça a bien teasé. Cersei a bien joué ses cartes. Et pour ceux qui pensaient, parce que en fait, un moment où un moment Cersei va dire à Missandei, quand elle est justement sur cette hauteur-là, elle dit si tu as des dernières paroles, c'est le moment. Et en fait, Cersei tient le bras à Missandei, donc on s'imagine que c'est elle qui va lancer Missandei, et d'autres personnes disent mais pourquoi est-ce que Missandei a pas accroché Cersei à ce moment-là et ne s'est pas sacrifié avec elle. Ça s'appelle l'instinct de conservation. En fait, c'est que Missandei avait quand même quelque chose à perdre et n'était pas assez fanatique pour se susciter comme ça. De toute façon, enfin, c'est expliqué pas mal de cas en psychologie. On essaye d'abord de, si on peut combattre, on essaie de combattre, sinon on essaie de fuir, et après, une fois qu'on a fui, on essaie de se cacher, de rester immobilisé. Et là, elle est dans un état de panique où elle reste immobilisée, donc c'est complètement normal en fait d'un point de vue psychologique, quoi. Mais oui, ça va dégénérer sur quelque chose d'encore plus gros. Ça va être une tuerie dans tous les sens du terme. Il nous reste donc après ça 2 épisodes. Alors première conclusion sur cet épisode-là, il y a eu de l'action. C'est un épisode où il y avait tout. Il y avait de la reconstruction, il y avait eu de l'action. Et on a ces flottes qui vont décidément très très rapidement au point qu'ils peuvent se projeter et se faire des pièges assez monstrueux. Ce qui était impressionnant quand même, c'est les balistes des bateaux. Enfin, je veux dire, les gars, ils font des tirs de balistes quasiment droits avec des carreaux qui doivent faire la taille d'un homme, et du coup ça fait des trous mais genre plus gros que des boulets de canon dans les coques des navires. C'était assez impressionnant, mais on ne veut pas crier au non-réalisme. On est quand même dans un monde où il y avait des marcheurs blancs et des dragons, donc on va peut-être débrancher notre cerveau de ce côté-là. Les informations qui sont quand même importantes à compiler, c'est que donc en perdant la moitié des troupes, Daenerys garde encore des Dothraki sous la main. Donc tant bien même elle gagne, ça va lui poser problème. Ce qui est un peu idiot parce qu'on les a vus quasiment tous se faire éteindre et ensuite certains sont revenus. Donc on a perdu que la moitié. Pour ce qui est des Immaculés, bah, c'est ses troupes les plus fidèles, la moitié ça va aussi un peu poser problème. Et maintenant qu'elle peut plus utiliser ses dragons, clairement, elle aurait dû écouter Sansa et se reposer. Bon, elle écoute jamais personne, elle est meilleure que tout le monde, elle a un destin, pas les autres. Elle a un destin tel qu'elle demande à celui qui devrait avoir le trône légitimement de la fermer pour qu'elle puisse accomplir son destin. Personne excessivement égoïste qui n'accepte pas le point de vue des autres. Pour ce qui est des protagonistes comme Arya, Bronn, Tyrion, Jaime ou la montagne, ça va être assez intéressant de voir comment ça peut se produire. Je pense que Arya va pouvoir rentrer par les chemins où elle était déjà sortie de la ville dans la première saison, en faisant ses explorations là, dans les catacombes, ou je sais plus dans quel tunnel c'était. Donc ça pourrait être effectivement assez intéressant.
Et pour ce qui est de Gendry, bah, il chope le terrain des Baratheon, c'est plutôt sympa pour lui. Mais c'est vrai que pour cette guerre-là, la bataille, c'est rééquilibré. Il fallait que ce soit rééquilibré. Enfin, c'était déjà équilibré après la bataille contre les morts. Et là, il a fallu même donner un petit avantage à Cersei. On va voir si elle va tout fucked up, mais pour l'instant, celle qui a joué le mieux. On pensait qu'elle était idiote, mais en fait, elle était idiote parce que, comme l'a dit ma copine, l'Amazon, elle avait peut-être des limitations dans son jeu via le fait qu'elle mettait en priorité ses gamins, alors que là, elle n'a plus rien à perdre. Et surtout, moi, pour moi, l'axe principal, c'est qu'avant, elle n'avait pas tous les pouvoirs, elle dépendait toujours de quelqu'un. Là, elle a tous les pouvoirs et du coup, elle peut mettre parfaitement en œuvre sa vision. Et force est de constater que quand on est aussi bien servi que par soi-même, on peut faire des choses qui sont assez grandes. Pour ce qui est de la Khaleesi, je me doute qu'elle ne retournera pas en Essos comme ça, surtout qu'elle aurait l'air d'une plouc en ayant perdu ses dragons, en ayant perdu la moitié des Dothraki et en ayant perdu ses Immaculés. Donc clairement, elle a conquis un continent pour avoir une armée pour conquérir l'autre, mais elle en a rien à foutre de ce qui reste de son continent de l'autre côté. Voilà, quand je dis que c'est une conquérante et pas une bâtisseuse et que ce sera une catastrophe pour Westeros, si elle reste en vie, ce sera une catastrophe. J'espère qu'elle aura un accès, un instant d'illumination et que genre pas elle se suscitera mais elle se sacrifiera pour sauver Jon Snow. Ce serait sympa. Après, est-ce que les sauvageons qui eux ont prévu de retourner dans le nord dans la scène du départ là, est-ce qu'au final ils décideront de quand même suivre Jon Snow? Why not? Parce que Tormund avait l'air quand même un peu et il considère vraiment Jon Snow comme son roi, voire un dieu quoi, parce qu'il a survécu, qu'il se bat comme l'enfer. Donc voilà, ce sera intéressant, mais clairement les cartes sont rebattues et on sait que la Khaleesi va passer en mode encore plus psychopathe qu'elle l'est déjà. En plus de ça, on peut en plus, je pense, spéculer sur le fait que la cité a aussi des feux grégeois. Enfin bref, elle a fait que des bêtises. Elle aurait dû reposer ses troupes, mais non. Une fois de plus, elle a décidé que. Et mon trône, voilà, c'est une catastrophe ambulante. Et j'espère qu'elle provoquera sa fin sans provoquer celle de pas mal de gens, de protagonisme bien, comme Varys. Là, j'ai un peu peur pour lui. J'ai un peu complètement peur pour lui. Voilà, d'un point de vue géopolitique, bah sinon, ouais, je pense que il y a moyen de tirer les marrons du feu pour, pour tous ceux bah voilà, si Littlefinger avait été là, il aurait tiré. Enfin, pour tous ceux qui ont des opportunités, pour Bronn, effectivement, ça serait une immense opportunité. Et pour Gendry aussi. Donc voilà, pour la stabilité du royaume, c'est possible. Si Daenerys meurt et que Jon arrive sur le trône, je pense que ça peut le faire. Parce qu'il y aura suffisamment d'équilibre de partout pour que ça le fasse. Ce sera triste pour lui. Espérons qu'il ne reproduise pas le pattern du coup de Baratheon. Mais ouais, c'est pour le faire. Sinon, bah, ça se termine normal. Mais ça n'a pas de nécessité de se terminer bien. Pour ce qui est des prophéties, bah, je dis qu'effectivement Arya descendait dans le sud, mais il faut pas forcément trop s'accrocher aux prophéties, parce que c'est quand même un monde qui se veut en partie réaliste. Donc on sait qu'il y a du surnaturel, mais pourquoi est-ce que toutes les prophéties seraient vraies ou fonctionneraient? C'est aussi une question, et puis il y a le fait d'y croire qu'ils peuvent les faire se réaliser ou pas. Hein. Donc, c'est aussi un axe que moi personnellement je suis pas trop. Les prophéties je les suis pas trop parce que voilà, c'est pour moi je pense que voilà, si j'étais auteur, c'est le premier truc que je mettrais. Je mettrais des prophéties suffisamment larges pour que tout le monde y voit ce qu'il veut et pendant que tu réfléchis là-dessus, bah tu regardes pas le reste. Et c'est très 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 pratique. Donc voilà. Merci à vous d'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne nuit, plein de bisous et à une prochaine fois.